Il y a deux rêves que je fais très très régulièrement. Le premier, plutôt le mardi ou mercredi. Dans le premier rêve, en fait, je suis dans un coffee shop en Hollande et je mange des bretzels avec Spinoza, philosophe hollandais. Donc on est dans un coffee shop et on mange des bretzels. Et c'est pas vraiment des bretzels ordinaires, c'est un peu comme les cookies de la fortune. Les biscuits chinois, il y a des messages à l'intérieur. Des messages spinozistes. Enfin, genre, vive l'immanence, Dieu est tout ce qui est, et la vie est une piste de danse et tu es le DJ. Voilà, c'est des messages. Voilà, donc ça c'est le premier rêve, mardi ou mercredi en général. Et dans le deuxième rêve, c'est plutôt en fin de semaine que je le fais. C'est un rêve de fin de semaine, c'est beaucoup plus développé à la fois. Et donc dans ce rêve, en fait, je participe à une émission de style télé-réalité dont le but est de devenir la nouvelle star de l'humour. Donc j'arrive dans un plateau de télé, dans ce rêve que je fais le vendredi ou le samedi. Et en fait, donc il y a un jury qui est censé dire si oui ou non, c'est moi l'avenir de l'humour. Et en fait, ce jury se compose d'une seule personne, qui n'est pas très célèbre, mais moi, qui suis très très versé dans la science, je reconnais tout de suite. Il s'agit du physicien russe, d'origine russe, Alexander Vilenkin. Je le reconnais, pourquoi, comment je fais, comment ? Parce que, un premier indice, il a une énorme bière devant lui. Une énorme bière. C'est-à-dire un seau rempli de bière avec une énorme mousse. C'est une mousse, il a même la tête posée dessus. Et il me regarde. Ça, c'était un premier indice, parce qu'en fait, vous le savez peut-être, Alexander Vilenkin, il est l'auteur de la théorie qu'on appelle la mousse d'univers. C'est l'un des défenseurs de la théorie des mondes parallèles. Il a créé toute une théorie qui accrédite l'existence des mondes parallèles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul univers, il y en a une infinité. Sa théorie pourquoi ça s'appelle la mousse d'univers ? C'est parce que dans sa tête, Alexander Vilenkin, tout ce qui est, c'est une espèce d'infini paysage qui est balayé non-stop par une force d'une violence inouïe, une sorte de vent, dont la force, on ne pourrait pas se la représenter. La violence de ce vent qui balaye ce paysage infini est énorme, si bien que chaque fois que cette force, qu'il appelle la force d'inflation, rencontre n'importe quoi, un petit rien du tout, un atome par exemple, elle a la capacité, parce qu'elle est extrêmement violente, de faire que cet atome se dilate subitement, en une microseconde même pas, et prenne la dimension d'un univers. C'est comme ça, dans la tête d'Alexander Vilenkin, que notre univers est né. Cette force balayant le paysage infini a un jour rencontré un petit rien, ce que d'autres appelleraient le Big Bang, et ce petit rien, en l'espace d'une microseconde, un tout petit instant, qui se dilate, et qui se dilate. Voilà. Et parce que cette force, telle qu'il l'a calculée, est d'une violence inouïe, la conséquence première et révolutionnaire est qu'elle ne peut pas seulement agir qu'une fois, mais forcément, elle est elle-même infinie dans le temps. C'est-à-dire qu'elle balaye ce paysage de manière infinie, c'est-à-dire qu'elle fait naître plein d'univers. Il ne peut pas y en avoir qu'un, tellement elle est violente. Et c'est de là qu'il en est venu à défendre la théorie des univers parallèles. Alors dans sa tête, ça ressemble à une espèce de mousse, parce que chaque bulle, chaque petit atome est dilaté comme une bulle, et on a l'impression d'être là, de nager dans le champagne, quoi. Deuxième indice qui me fait penser que mon jury juré dans la nouvelle star de l'humour, c'est Alexander Vilenkin, c'est que derrière lui, dans le public, il y a du public, hein, mais il n'y a que des animaux en fait. Tout le public est composé d'animaux. Il y a des singes, il y a des girafes, il y a des éléphants, il n'y a que des animaux tout autour de lui là qui me regardent, qui attendent que je sois drôle.
Alors pourquoi ça c'est un indice que c'est bien Alexander Vilenkin? C'est parce que la vie de Vilenkin, c'est quelque chose. Et dans la vie de Vilenkin, notamment dans la première période, il y a beaucoup d'animaux. Un peu trop même. Vilenkin est donc d'origine russe. Quand il démarre sa carrière à l'université, il est très doué. Il est tellement doué qu'il se fait remarquer très vite et qu'un beau jour, à sa porte, vient sonner le très sympathique KGB. Un matin, à Creative Morning en Russie. Ring, le bonjour. C'est le KGB. Oh, pas réveillé, pyjama. On a un job, parce que le KGB, c'est aussi une espèce d'agence Pôle emploi, quoi. Ils ont des jobs à proposer. Bonjour, c'est le KGB. On a un job à vous proposer, Alexander. Ça va être super fun, parce que ça va vous permettre de rouler sur l'or, pas de problème pour vous, c'est tranquillos. C'est hyper simple, parce qu'il s'agit de dénoncer tous les gens que vous connaissez. Ouais, c'est pas compliqué. Pour vous, ça ira bien. Hein. Vous dénoncez vos parents, vos amis, votre copine, puis ça va bien se passer. Hein. Vilenkin dit, bon, attendez, je prends 5 minutes pour réfléchir. Non, en fait, non, ça m'intéresse pas, bonsoir. Donc Vilenkin a l'idée originale de refuser l'emploi fourni par le KGB. La conséquence, c'est qu'il va être blacklisté. Le KGB va le mettre sur une liste noire. Ça veut dire qu'il ne pourra exercer aucune profession intellectuelle. Le seul job que Alexander Vilenkin, amené plus tard à être l'un des plus grands physiciens contemporains, va pouvoir trouver à cette époque, c'est gardien de nuit dans un zoo au nord de l'Ukraine. C'est vrai. Un zoo au nord de l'Ukraine. C'est un peu comme mettre des panneaux solaires au fond d'un trou noir. Un zoo au nord de l'Ukraine. Et Vilenkin est gardien de nuit. Mais la subtilité veut qu'en fait, il ne garde pas le zoo la nuit. Il est dans le zoo, il n'y a que lui, Alexander. Mais en fait, son job, c'est de pas garder le zoo, c'est garder la buvette. C'est-à-dire, pour pas qu'on vole les bouteilles d'alcool, ils ont embauché Alexander Vilenkin, le plus grand physicien en devenir, pour garder les bouteilles d'alcool la nuit. Des fois qu'il y a un Ukrainien parce que là-bas, on vole plus facilement des bouteilles de vodka que des portées de macaque. Donc Vilenkin est là toute la nuit dans le zoo. Et comme je l'ai dit, Vilenkin, c'est un génie. Donc il a une idée géniale. Comment faire pour être sûr que personne ne vole une bouteille d'alcool? La boire. Voilà. Donc toute la nuit, Vilenkin est dans le zoo et il boit énormément. Il divague entre les girafes, fans des Beatles, et les éléphants, fans de l'Armée Rouge. Il est là, il marche, et puis il pense à l'univers, il dit. Je bois dans un zoo et je pense à l'univers. Et là, j'ai une intuition phénoménale, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul univers. Il y a une grosse mousse. Et on est dedans. Voilà, c'est ça, c'est Vilenkin. Première partie de carrière. Et miracle, heureusement, sinon on n'aurait jamais connu l'histoire, il n'aurait jamais donné cette magnifique conférence. On l'appelle à la direction du zoo, on lui passe le téléphone, on lui dit tiens, il y a un appel pour toi, Alexander. Et c'est l'ambassade américaine qui lui dit Monsieur Vilenkin, vous en avez peut-être assez de travailler dans le zoo là. On vous accorde un poste à l'université, si ça vous dit de sortir du zoo, venez chez nous. C'est un miracle. La légende veut que ce soit les animaux du zoo qui aient appelé l'ambassade américaine. Parce qu'ils en avaient un peu marre de voir un type. Bref. Donc Vilenkin part aux États-Unis et il va retrouver un de ses compatriotes, Andrei Linde, qui est un peu plus connu que lui, puisqu'ils vont travailler ensemble, mais c'est Andrei Linde, un autre physicien d'origine russe, qui a percé l'un des mystères qui faisait que le Big Bang continue à poser des problèmes, la théorie qui veut que tout soit né de quasiment rien. Ce qui, en l'occurrence, c'est pour ça que Vilenkin, ça m'intéresse, ça permet c'est une sorte de réunion de plein de tabous, leur théorie. C'est-à-dire à une époque, il aurait été impossible, tabou interdit de pouvoir penser que tout soit né de rien. Deuxièmement, que ça puisse se reproduire énormément, à l'infini, dans toutes les circonstances possibles, que notre univers ne soit pas le seul, et en plus qu'il soit sorti de rien du tout. L'origine de leurs travaux, en fait, c'est la théorie d'un Autrichien
dans la science très connue, mais du grand public beaucoup moins, dont l'équation et la découverte est quasiment aussi importante dans la science moderne que celle d'Einstein, mais beaucoup moins connue. Boltzmann, un Autrichien, qui pour la première fois a l'idée que les choses ne fonctionnent pas de manière déterministe, c'est-à-dire on ne peut pas toujours dire ce qui va se passer. C'est lui qui va mettre au point des équations de probabilité et dire que finalement dans l'univers, il y a des choses qui peuvent se passer qu'on ne pourra jamais prévoir. Et notamment, il a une théorie assez drôle, enfin que Alexander Vilenkin trouve très drôle. Boltzmann dit, par exemple, enfin j'avais déjà fait l'expérience dans un seul en scène, qui fut un échec, il faut dire, puisque ça consistait... j'avais pris une bûchette de chèvre, vous avez ça au Québec, des bûchettes de chèvre. Je l'avais posée par terre, et c'était un peu ça le spectacle en fait. Le côté spectaculaire était assez discret. La théorie de Boltzmann, le physicien autrichien, indique qu'en fait, une chose, elle nous paraît statique, immobile. Ça, c'est une chose. Moi, je suis vivant parce que je bouge. Et puis ça me paraît pas bien vivant parce que ça fait rien, ça bouge pas. Mais tout ça, c'est faux. Parce que notre espace-temps à nous, il est très limité. On vit dans un espace-temps hyper réduit. Notre vie, elle dure quoi, 80 ans. Et on n'a pas conscience qu'en fait, des choses peuvent se produire parce qu'il faudra attendre longtemps. Et Boltzmann dit, si vous avez une bûchette de chèvre posée en face de vous, si vous étiez capable d'attendre un bon milliard d'années, il y a une forte probabilité pour qu'elle se mette à parler. C'est ce qu'on appelle les cerveaux de Boltzmann. Si on attend assez longtemps, tout peut se transformer. Il dit même la salle dans laquelle on est, les atomes se réorganiser pour donner un cerveau qui serait capable de nous parler. Et Vilenkin a cette remarque assez intéressante. Il dit, mais rien, du coup, si la théorie de Boltzmann est vraie, et on ne pourra jamais la vérifier, parce qu'il est possible qu'en fait, nous-mêmes, en fait, avant, on était des bûchettes de chèvre. Et personne ne pourra jamais le prouver, puisque ça, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas remonter la transformation. Avant la transformation, on ne saura pas ce qu'on était, mais il est fortement probable qu'on était des bûchettes de chèvre. Voilà. Tout ça pour arriver à dire que donc Vilenkin part aux États-Unis, rencontre son pote Andrei Linde. Et ça tombe bien parce que Andrei Linde, j'en reviens au Big Bang, a résolu un des problèmes considérables du Big Bang, c'est que le Big Bang, donc, tel qu'il est décrit par la science et la mathématique, à l'origine, l'univers est passé de vraiment pas grand-chose à quelque chose d'infini en l'espace d'un tout petit instant. Et il y a eu une augmentation du volume de facteur 10 puissance 50. C'est-à-dire que c'est passé d'un tout petit rien, d'un atome, d'une petite crotte, une petite bûchette de chèvre, à la dimension colossale, qu'on a même du mal à s'imaginer, mais de ce qu'est l'univers aujourd'hui, où il y a 10 milliards d'années. Ils n'arrivaient pas à s'expliquer ça. Il y avait là un mystère. Et en fait, pourquoi la réponse était simple. Il y avait dû y avoir une force, d'une violence inouïe qui avait permis cette augmentation subite du volume. Mais les scientifiques n'avaient peut-être pas le courage ou avaient peur d'en voir les conséquences premières, qui étaient que si cette force avait existé, elle était capable de faire naître d'autres univers. Et c'est ça la conclusion de leur théorie, qui est à la fois fascinante et effrayante. Cette force, elle reviendra. C'est-à-dire, elle ne reviendra pas demain, même si en toute probabilité, c'est possible. Mais il faudrait attendre quand même longtemps avant qu'elle revienne nous balayer, nous, et faire de chacun des atomes qui nous constituent, à nouveau, un univers en entier. C'est-à-dire que chaque atome qui est dans mon corps, à n'importe quelle partie d'ailleurs, deviendrait... tout un univers se déploierait et des gens vivraient à l'intérieur, voilà. Voilà. Donc voilà les deux indices, hein, la mousse d'univers et les animaux dans le public qui me font définitivement croire qu'il s'agit bien d'Alexander Vilenkin. Et comme je le disais, donc, il présente un show dans mon rêve, que je fais le vendredi ou le samedi, un show de télé-réalité dont le but est de devenir la nouvelle star de l'humour. Alors, Vilenkin, à force de faire ce rêve, j'ai noté ce qu'il me dit, et il me présente un peu le délire. Hein. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour devenir la nouvelle star de l'humour? Vilenkin donc, me fait un petit topo à sa manière. Il me dit, il y a une infinité d'univers et de blagues aussi. Une infinité d'humour, avec un S. Humour, un mot qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser au pluriel. L'humour tient l'univers, me dit Vilenkin. C'est peut-être ça la matière noire. La matière noire, celle qu'on n'a jamais pu capter, comme certaines blagues. Il y a une infinité d'univers et de blagues aussi, me dit Alexander.
dans tous les univers parallèles une espèce d'humour parallèle. C'est comme si l'humour lui-même était quantique, que toutes les blagues pouvaient bifurquer dans une infinité de directions en même temps, comme une particule quantique. Et le principe, c'est qu'on va me donner des cartes. J'aurai 3 essais, 3 chances. Et sur ces cartes, en fait, il y a des noms de personnages. Il faut improviser une blague à partir de ça, essayer d'être drôle et surtout de faire rire des animaux. Première tentative, première carte, un petit os et un gros os. Alors c'est un petit os et un gros os qui sont dans une boîte. Il y a une boîte par terre là, et dedans il y a un petit os et un gros os. Et le petit os demande au gros, dis, gros os, t'es vraiment un os? Et le gros os de répondre, non! Non! En fait, moi, je suis une bite de morse. Voilà, l'échec est total. Deuxième essai. C'est un tabou et 2 serveurs qui sont dans un restaurant. Il y a un tabou qui mange à une table, un gros tabou. Hein. Le serveur dit « Oh putain, je crois qu'il y a un grand tabou qui mange là-bas. » Ah, c'est un grand tabou ça, c'est un tellement grand tabou qu'il a réservé une grande table pour 20 personnes. D'habitude, c'est les chefs d'État qui la réservent pour le G20. C'est la table du G20, là. Il y a un grand tabou, il dit à son collègue, un autre serveur. Il dit, tu vois, c'est un tabou, ça. C'est un énorme tabou. Et son collègue dit, ah non, je vois pas de tabou. Et il dit, ben si, là, à la table du G20, regarde, c'est énorme, c'est le plus grand tabou du monde. C'est le gros tabou qui est là-bas en train de manger, tu le vois, non, quoi? Et l'autre dit, non, je vois pas de tabou. Ah, et son téléphone sonne. Donc il répond, il fait, allô, maman? Oui? Oui, d'accord, j'arrive. Il raccroche et il dit à son collègue, je suis désolé, il faut que j'aille, c'est ma mère, il faut que j'aille la baiser. Dernière chance. Le Père Noël et Dieu. C'est le Père Noël et Dieu qui sont sur une île déserte. C'est une petite île déserte. Elle n'est pas terrible. Il n'y a rien, il n'y a qu'un palmier. Derrière eux, c'est un palmier de merde. Le Père Noël, il dit, c'est quand même un palmier de merde. On dirait un palmier gonflable. Et Dieu dit, ouais, c'est pas terrible. Et ils sont là, tout seuls. Le Père Noël dit, puisqu'on est là, tout seul, Dieu, je vais vous faire une confidence, Dieu. Il dit, Dieu, dit le Père Noël à Dieu, dit, moi, tu vois, moi, en fait, dit le Père Noël, moi, en fait, j'existe pas. Ah bon, dit Dieu en se caressant la barbe. Ah, vous n'existez pas. Non, dit le Père Noël, moi j'ai jamais existé. Ah, et les lutins, tout ça, c'est des grosses conneries. Ah oui, c'est de la merde, hein, ça. Puisque vous me faites une confidence, Père Noël, dit Dieu au Père Noël, en se caressant la barbe, puisqu'on est là tous les deux, moi aussi, en retour, je vais vous faire une confidence, Père Noël. En fait, dit Dieu, moi, dit Dieu, moi non plus, j'existe pas. Ah bon, dit le Père Noël, vous n'existez pas. Ah non, j'ai jamais existé, moi. Ah, mais, dit le Père Noël, si vous n'existez pas, Dieu, qui a créé cette île et ce palmier de merde?
Et Dieu de répondre, ah oui, très bonne question. À mon avis, ça doit être cet enculé de Boris Crack. Voilà, merci.